Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Et à toutes, bienvenue à la table ronde du livre à l'écran, première table ronde virtuelle dans toute l'histoire du Salon du livre de Montréal. Alors, nous allons vivre un événement historique. Avant de vivre cet événement, je me présente, je suis Manon Dumais, journaliste culturelle et directrice du cahier Lire au Devoir. Et aujourd'hui, on va tenter de démystifier tout ce qui se cache derrière l'adaptation cinématographique en compagnie de trois autrices que vous connaissez sans doute très bien. Catherine Girard-Audet. Bonjour. Qui connaît tout de la vie compliquée de Léa Olivier parce que c'est elle qui l'a inventée. Et comme on l'apprendra plus tard, c'est encore plus compliqué d'adapter Léa Olivier à l'écran en ces temps de confinement. Oui. Ma deuxième invitée, Annie Bacon, à qui on doit un très émouvant roman, chronique post-apocalyptique d'une enfance sage. Bonjour. Bonjour. Et Caroline Proulx, qui a un CV long comme mon bras, je dirais. Je la connais d'abord comme productrice, parce que c'est la productrice et scénariste d'Avomark Party 1 et 2 et de Sur le rythme. Oui. Mais aussi, on lui doit des romans jeunesse et des BD, donc la série Défense d'entrée, qui est en plein tournage en ce moment. Oui, en plein tournage aujourd'hui, jour 46 sur 64. Voilà, et évidemment, avec toutes les règles sanitaires de distanciation physique que ça implique. Donc ça complique beaucoup la scénarisation. Mais avant de plonger dans vos œuvres respectives, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait qu'une adaptation est bonne ou non? Je crois que il faut que l'adaptation s'inspire de l'esprit d'un livre plutôt que d'essayer de la faire page par page, ligne par ligne. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'elle comprenne derrière c'est quoi les intentions pour être capable de les retranscrire dans le langage visuel qui est très différent, évidemment, de ce que nous, on fait sur les pages. En fait, je suis entièrement d'accord avec toi, puis je pense que moi, j'ai eu un avantage sur Défense d'entrée que, justement, comme j'étais l'auteur, le fait de le scénariser, je me suis permis, justement, ces latitudes-là, puis je pense que c'est payant en bout de ligne. J'ai été capable de vraiment aller au-delà du roman, donc de développer des sous-histoires qui n'existent pas dans le roman. Complètement d'accord. Puis moi, je vais faire un lien avec mon premier métier que j'ai fait avant d'être auteur. J'étais traductrice littéraire. Puis ce que j'ai appris, en fait, comme traductrice littéraire, c'est que la meilleure façon de traduire un livre jeunesse, parce que c'est vraiment de la littérature jeunesse, c'est de l'adapter, mais de donner sa propre couleur, mais en étant fidèle à l'œuvre originale. Fait que je pense que c'est un beau mélange des deux, en fait. Et donc, c'est bien que tu parles de traduction, parce que quand on parle de traduction, on va dire traducteur, traître, donc être adaptateur, faire l'adaptation. Est-ce qu'on est un peu traître? Est-ce que vous vous trahissez vous-même quand vous adaptez vos propres œuvres ou quand vous adaptez les œuvres des autres? Est-ce que vous avez l'impression de trahir les auteurs? Moi, je pense que si on reste dans l'essence des personnages, on trahit personne. Au contraire, je pense qu'on leur rend service. Comme je dis, moi, pour ma série, il y a beaucoup d'histoires. Les jeunes qui connaissent bien les livres de Défense d'entrée, ils vont dire « Ah, mais ça se passe pas dans le roman, ça se passe pas dans le roman. » Mais je pense que c'est un plus, en fait, au roman, je trouve. C'est plus complémentaire que juste dire on adapte le roman à l'écran, tu sais. Je pense que c'est payant, surtout sur 26 épisodes, dépendamment de... Nous autres, on a décidé de prendre juste le tome 1 pour la saison 1. Donc, à un moment donné, 26 demi-heures, on ne veut pas tourner en rond non plus. On veut développer des histoires puis vraiment faire vivre les personnages. Parce que dans le fond, c'est ça le but d'une adaptation à l'écran, c'est de faire vivre des personnages, mais de leur faire vivre des émotions différentes aussi du livre, qui vont au-delà de ce qu'on voit dans les livres. Je crois que de toute façon, comme auteur, dès que tu écris une suite, tu as cette crainte-là de trahir. Moi, je suis en train d'écrire la suite des chroniques et j'ai été habitée par cette crainte de dire, est-ce qu'en écrivant quelque chose qui sort de ce tome 1-là, parce qu'une suite, c'est toujours autre,
Est-ce que je vais trahir l'esprit du premier? Est-ce que je vais trahir les fans, les lecteurs qui ont aimé ça en l'envoyant peut-être pas dans la direction à laquelle ils voulaient? Alors, on n'a pas le choix d'être un peu égoïste là-dedans et de pas trop s'inquiéter de ce que, de comment vont se sentir ceux qui vont recevoir soit la suite, soit l'adaptation. Mais de toute façon, je suis un peu d'accord avec Caroline dans le sens que c'est plus complémentaire, même au sujet. Des fois, les jeunes, je parle plus des jeunes, vont se faire une image très précise de à quoi ressemble le personnage, même physiquement. Là, ils le voient à l'écran. Fait que, tu sais, mais puis même moi, quand j'étais jeune, ou des fois, quand je lis un livre puis je le vois à l'écran, je vais être comme, OK, c'est pas comme ça. Il y a une forme de deuil. Dire, OK, c'est pas comme ça. Mais une fois que le deuil est passé, tu t'attaches à ce que l'auteur, le scénariste, le réalisateur a voulu comme donner de plus. Je pense que c'est un plus, exactement. Mais tu parles de deuil, mais on pourrait parler de sacrifice à ce moment-là. Quels sont les plus grands sacrifices quand on traduit, quand on adapte une œuvre pour l'écran? Honnêtement, moi, je ne l'ai pas vécu aux deux niveaux, et au niveau de l'écriture et au niveau de la production, parce que je suis et la scénariste et la productrice. Donc, c'est sûr que je me suis entourée de gens que je savais, comme le réalisateur de Défense d'entrée, c'est le comédien Jason Roy-Léveillé, qui est connu. Mais je ne l'ai pas pris juste parce que c'est un comédien que je connaissais de lancer compte. C'est vraiment parce que je sais que c'est un réalisateur en devenir. Je le sais qu'il a été enfant acteur dans Ramdam. Donc, je savais qu'il allait être capable de diriger les jeunes comme lui a été dirigé à l'époque. Donc, pour moi, c'est tous des éléments que j'ai pris en compte. Puis quand, je ne sais pas, Catherine, toi, tu parles de la déception ou de la satisfaction de trouver ta Léa. Bien, moi, au niveau de Lolo, ça a été la même chose que, en plus, moi, le personnage de Lolo qui existe vraiment, qui est mon fils, on voulait trouver l'acteur qui ressemblait un peu à Charles-Olivier pour pas décevoir les jeunes. Donc, quand est venu le temps de faire le choix final entre deux acteurs, qui étaient vraiment bons les deux au même niveau, il y en a un qui ressemble à Charles-Olivier comme deux godots. C'était comme pour nous, c'était un incontournable, c'était lui qu'il fallait prendre. Il s'appelle Loïc en plus, son surnom c'est Lolo, donc c'était vraiment le fun. Mais tu sais, c'était pas parce que l'autre petit gars il était pas bon, c'est juste vraiment parce qu'il ressemblait tellement à mon Lolo. Donc ça a été un bel avantage de voir que OK, c'est le fun. Quand on va sur le plateau à tous les jours, je vois vraiment le Lolo que les jeunes se sont imaginés, que j'ai décrit tout ça, qui ressemble à mon fils. Donc c'est un avantage. Ouais. Moi c'était Laurence, évidemment, celle qui joue Léa me ressemble physiquement. Léa est inspirée de moi. Fait que ça aussi c'est un commentaire qu'on a eu beaucoup. En plus elle est bonne évidemment, mais tu sais, en général, pour d'autres personnages secondaires, des fois, on veut aller ailleurs aussi, puis c'est normal de dire... ça, c'est des discussions que j'avais avec mon réalisateur, Martin Cadotte, qui s'est vraiment imprégné de... Je pense que c'est ça l'important, tu sais. Moi, un deuil à faire, je pense, pour quelqu'un qui a créé un univers, c'est un peu de laisser aller. Tu sais, tu laisses aller ton bébé, puis tu dis... tu sais, moi, Martin, c'était je te fais confiance, t'as compris c'est quoi Léa, puis faisons un peu ce que tu veux, puis il y a toujours un droit de regard, puis c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il y a un énorme respect aussi de mon univers, mais c'est pas tant un deuil qu'un lâcher-prise. Moi, j'appellerais ça comme ça, je pense. Je suis tellement d'accord avec toi. Depuis le début, je trouve que c'est un grand exercice de lâcher-prise, parce que justement, il faut que tu fasses confiance, c'est plus juste ton bébé, c'est leur, puis pour chaque petit deuil qu'on vit, tu as, à l'inverse, des belles surprises. Tu as tellement plus de belles surprises que de déceptions parce qu'ils amènent leur intelligence, leur imaginaire à toute l'équipe. C'est comme recevoir les illustrations. Moi, j'ai fait beaucoup de romans qui sont illustrés et à chaque fois, recevoir les illustrations, c'est magique parce que c'est ton imaginaire à toi, amplifié par l'imaginaire de l'illustrateur et le tout est toujours plus grand. Mais est-ce qu'il n'y a pas une pression supplémentaire quand on adapte un personnage qui soit célèbre comme Harry Potter, Aurélie Laflamme, Léa Olivier ou Lolo, par exemple? Parce que, justement, chaque lecteur, chaque lectrice a sa Léa dans la tête. En plus, il y a les illustrations. Oui. Il n'y a pas une pression, là, justement, de décevoir davantage les lecteurs, lectrices? Moi, je ne l'ai pas senti, s'il y en a une. Je ne sais pas, Catherine, toi. Moi, je ne l'ai pas senti du tout. Je vais même aller plus loin de dire que nous, ça fait 7 ans que les romans sont sortis. Puis tout le monde me disait, parce que je suis productrice, bien là, qu'est-ce que t'attends pour faire une série ou un long métrage, ça? Puis c'est comme si j'ai attendu que ça vienne à moi, on dirait. On dirait que c'est comme venu naturellement. Puis on dirait que parce que je n'ai pas poussé pour le faire, on dirait que tous les astres se sont alignés comme il faut. Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas senti, honnêtement. Non, je ne peux pas dire que... Non. Mais moi, effectivement, comme sur la couverture, il y a Léa qui existe depuis 9 ans.
Il y a Marie-Lou. Tu sais, moi, mes personnages ont été illustrés dans la bande dessinée aussi. Tu sais, on s'est peut-être un petit peu détaché. En fait, souvent, on a regardé les deux. On a dit, OK, comment il a été illustré en bande dessinée, comment il a été illustré en roman. Mais des fois aussi, au point de vue d'un casting, tu vas aller ailleurs. On est à Montréal, on est en 2020, donc on a besoin de diversité, on est rendu là, puis c'est super important. Mais c'est évident que pour Léa Olivier, Léa Olivier, elle ne pouvait pas être brune aux yeux bruns. Tu sais, je vais être honnête, on cherchait une fille blonde aux yeux pâles. Heureusement, il y en a beaucoup au Québec, des talentueuses. Nous aussi, tu sais, à la fin, il y en avait, puis le rendu là, c'était laquelle incarne plus sa sensibilité, mais il y a aussi beaucoup le physique, effectivement. Comme tu as dit, toi, c'était « Ah oui, c'est Lolo ouais. ». Nous, Laurence, c'était « C'est Catherine », c'est Léa. C'était on vient qu'on a un coup de cœur à un moment donné. Tu sais tout de suite, toute l'équipe qui connaissait les défenses d'entrée, il y en a qui en avaient lu, qui étaient rendus plus loin dans la série. Ils ont toutes fait comme « Ah oui, c'est Lolo ». Et en plus, notre Lolo, Loïc Bouffard, c'était un fan de Défense d'entrée, donc on l'a trouvé en casting sauvage, qui est comme super rare. C'était pas un acteur, aucune expérience. Mais comme il connaissait tellement les romans, quand il est arrivé en audition, on a fait comme « Oh my God, c'est lui, là ». Il était comme... Il incarnait vraiment Lolo, là. Il savait, il connaissait les répliques, mais aussi les mimiques de Lolo dans Défense d'entrée. Donc, c'était vraiment, pour nous, c'était quasiment... on avait trouvé l'autre acteur qui était super bon, mais quand Loïc est arrivé, on a fait « OK, c'est vraiment Lolo ». Fait que c'est pas une question de talent aussi. Ben oui, mais ce que je veux dire, c'est comme tu dis, c'est vraiment, tu le sais tout de suite, c'est comme « Oh my God, c'est elle », ou c'est lui, là. Alors que moi, comme j'ai pas la pression de mes collègues sur le nombre de fans qui l'attendent, en fait. Je crois que moi, j'ai autant de lecteurs qui vont découvrir le livre après avoir vu la série que de gens qui, justement, ont déjà dans leur tête leur idée de quoi on va avoir les personnages. Alors moi, au contraire, j'ai probablement plein de lecteurs qui vont lire avec déjà en tête l'actrice qu'on a choisie pour jouer Astrid, qui est Jasmine Lemay, qu'on a pu voir cet été dans Mon cirque à moi. Alors, pour eux, ça va être l'inverse. Ils vont le lire avec déjà en tête cette idée-là de son physique. Justement, est-ce que c'est mieux de lire avant ou après? Moi, je comprends même pas les gens qui lisent le livre après, parce que pour moi, une fois que je connais l'histoire, je connais l'histoire. Mais ça, c'est mon regard d'adulte. Mon regard d'adulte qui lit rarement 2 fois le même livre, par exemple. Ça va m'arriver, mais il faut vraiment, vraiment que le livre soit bon. Alors que les jeunes n'ont pas cette barrière-là. Mes enfants à la maison, s'ils aiment un livre, ils vont lire 5, 10, 20 fois. Même des romans, ils vont les relire. Alors, je crois que pour eux, d'un sens ou de l'autre, je crois que c'est sans importance, ça. Bien, moi aussi, je pense que c'est complémentaire l'un à l'autre, honnêtement. Je dirais qu'il y a peut-être des jeunes qui vont voir la série, disons, qui connaissaient pas les romans, qui vont dire « Ah, ça me donne envie de les lire ». Et il y en a qui connaissent les romans, qui vont dire « Oh my God, j'ai hâte que la série sorte, je veux la voir ». Comme je dis, moi, dans mon cas personnel, j'ai vraiment adapté. Donc, oui, c'est la même histoire, mais il y a beaucoup de nouvelles histoires dans la série. Donc, je pense qu'un et l'autre, pour moi, ça ne change pas. Donc, Mais nous, comme la saison 1 est sortie, c'est vraiment, je dirais, c'était dans les deux sens. C'est exactement ça. T'sais, le feedback qu'on a eu, c'est les fans de la série ont regardé. Dans mon cas, c'est sûr que le confinement, j'aime vraiment pas dire ça dans la même phrase, mais le confinement a aidé parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Les écoles étaient fermées. Donc, oui, ça a poussé beaucoup de gens qui connaissaient la série. « Ah, j'ai du temps, je vais regarder la série. » Mais l'inverse est aussi vrai, de dire « Ah, il y a une super bonne série, tu sais, j'ai entendu parler des romans, ça m'a donné envie de les lire parce que j'ai adoré la série télé. » Fait que je pense que ça va dans les deux sens, effectivement. Mais diriez-vous que la lecture, enfin, que ça encourage, justement que l'adaptation encourage la lecture ou la décourage? Comme, par exemple, quelqu'un qui ne connaîtrait pas encore Astrid, est-ce qu'il va vraiment vouloir le lire? Il va dire « Oh, pas besoin, j'ai vu le film. » J'espère qu'il va avoir envie de le lire, c'est certain. Oui, je crois que ça peut... veut pas la télé, tout ce qui est sur écran a un plus... Je vais prendre un terme anglais, mais un plus gros reach. Donc, atteint plus de gens. Alors, tant mieux si ça fait lire les jeunes. Il y a des séries, il y a une très bonne série de romans adaptés de jeux vidéo qui est Journal d'un noob, qui est sur les romans Minecraft, sur le jeu vidéo Minecraft. Il y a bien plus de gens qui ont joué à Minecraft que de gens qui ont lu le roman, mais ça a amené beaucoup de jeunes à la lecture à travers le jeu vidéo. Alors, tant mieux, adaptons dans un sens comme dans l'autre.
Oui, moi aussi, j'espère que ça nuit pas, mais je ne penserais pas, non. Bien, peut-être, Catherine, tu peux nous le dire, vu que toi, ta série a déjà été en ondes. Effectivement, ça va chercher un public plus large. Ouais. Moi, j'ai été chercher des parents qui savaient que leur enfant, je ne vais pas dire leur fille, mais c'est beaucoup des filles, mais leur enfant avait lu les romans. Puis là, c'est de dire, OK, c'est de ça que ça parle. C'est ça, ça amène un public, un co-public, en fait. Ce qui va probablement arriver avec ta série aussi. Oui, c'est sûr que moi, Défense d'entrée, c'est beaucoup plus aussi famille. Parce que contrairement à Catherine, nous, les garçons lisent moins seuls que les filles. Donc, il y a beaucoup de parents qui lisent les romans avec leurs enfants. Donc, c'est sûr que l'univers de Défense d'entrée est connu déjà beaucoup au niveau des parents. Donc, oui, je pense que là, il va y avoir du co-viewing là, dans notre cas. Là. Je pense que oui, mais je pense que vous aussi, vous en avez Oui, eu, il y en a beaucoup, oui. Bon, dans une ancienne vie, j'ai été critique de films, et donc la phrase qu'on répétait souvent, mes collègues et moi, c'est « le livre est bien meilleur que le film ». Donc, vivez-vous avec cette pression-là, là, devant l'écran, là, comme bon, c'est bien, ça sera jamais aussi bon que ce que j'ai écrit avant, là. Bien, je ne sais pas si vous parlez des films américains ou québécois, mais c'est sûr qu'au niveau d'un long métrage québécois, on est limité au niveau du budget. Là, c'est la productrice qui parle. C'est sûr que quand tu te fais dire tu as tant de budget par épisode, disons, tu n'as pas la même latitude en tant que scénariste que tu en as en tant qu'auteur. Donc, et je pense que aussi un roman, mettons un bon roman, là, si on prend votre exemple, qui fait comme 350-400 pages, c'est sûr que de mettre ça à l'écran pendant 2 heures, il y a des choix déchirants à faire aussi à un moment donné au niveau des histoires. Donc oui, peut-être qu'une sous-histoire qui vous avait accroché dans le roman a décidé de ne pas être gardée au niveau du long métrage, puis là, votre déception vient de là. Mais oui, souvent, c'est ça qui arrive quand on fait des adaptations. Nous autres, la chance qu'on a, c'est de faire une série de télé, donc on peut s'en reprendre sur 26 épisodes. Donc, mais un long métrage, c'est sûr que c'est différent. Mais je pense qu'au-delà de passer de 400 pages à 2 heures, il y a des choix. Il y a aussi le temps investi dans le livre. Dans le livre, si tu as passé 8 heures à lire un livre, puis après que tu passes 1h30 devant ton écran, ton investissement émotif n'est pas le même. Je pense que c'est ça des fois qui peut décevoir. Mais est-ce qu'il y aurait... Oh, pardon, Catherine. Non, je voulais juste... En fait, c'est ça. Moi, la seule chose que je voulais dire, c'est le gros avantage. Je suis un peu d'accord avec le film. C'est un plus gros risque parce qu'il y a plus de coupures à faire dans le texte. Puis des fois, chaque lecteur va avoir un moment important ou quelque chose qui l'a transformé. Donc, l'adaptation va sentir que c'est un peu une trahison quand je parle de long métrage. La série, ça permet d'aller beaucoup plus loin. On a beaucoup plus de temps, en fait, justement, à explorer un tome ou 2 tomes, même justement d'aller ailleurs puis de leur donner plus de viande, à la limite. Fait que c'est qu'on a le temps de développer les personnages comme il faut, c'est ça l'affaire. Beaucoup plus que dans un film, dans un long métrage, tu as 10 minutes pour qu'on comprenne c'est qui le personnage, puis après ça, on développe l'histoire, alors que dans une série, on a plus de temps, tu sais, donc... Exact. Ouais. Surtout qu'on a 3... vous avez 2 séries où c'est vraiment le personnage qui parle en plus dans le livre. Alors, on apprend à le connaître en 3 lignes. On a l'impression déjà de le connaître puis d'être dans son univers, ce qui est peut-être plus long à avoir comme connexion à l'écran. Ben moi, comme je suis l'animatrice, je suis la madame fatigante qui pose des questions pas fines. Donc, ouais, mais là, en faisant une série, on risque pas de diluer la sauce, là. Puis de trahir, justement. Là, en fait, c'est ça le piège dans lequel il ne faut pas tomber, je pense. C'est que, comme je disais tantôt, moi, la série, les 26 épisodes, c'est que le tome 1. Et ce que je me suis permis, c'est vraiment de développer des nouvelles histoires tout en gardant l'essence des personnages au niveau de leur personnalité, de leurs émotions, tout ça. Mais je pense que c'est d'aller au-delà du texte aussi dans le roman. Donc, moi, je peux pas dire que c'est ça. Il faut juste pas tomber dans le piège, je pense. Et c'est là que le lâcher-prise... Surtout quand on n'est pas scénariste, parce que tu scénarises toi-même, donc tu gardes un contrôle. Oui, je savais ce que je voulais garder puis ce que je voulais pas garder. Et c'est là que le lâcher-prise, de faire confiance. Moi, je me souviens dans les premiers meetings que j'ai eus avec l'équipe de la web-série, ils me disaient, par exemple, parce que moi, c'est un livre qui se lit en 1 heure et ça va être une web-série qui, mis bout à bout, va faire 2 heures. Et il me disait, par exemple, le personnage de M. Beauséjour, on aimerait l'exploiter plus, on aimerait qu'il se passe ça et ça avec lui. Puis moi, j'étais toute excitée. Oui, c'est une bonne idée, j'embarque. Alors, il faut les laisser jouer avec aussi un peu. C'est un carré de sable. Il faut les laisser faire leur château. Tout à fait. Je suis d'accord.
Mais une fois que justement que vos personnages prennent vie à l'écran, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dépossédé de Moi, ma première réalisation à travers tout ça, c'est qu'en fait, mon personnage est très flou dans ma tête. Dans le sens où j'ai un ami qui, en voyant la bande-annonce, m'a dit « Ah, c'est le fun de voir qu'est-ce qui se passe dans ta tête. » Et je réalise qu'en fait, dans ma tête, mes personnages, je les connais. Je connais comment ils réagissent émotivement, je sais comment ils pensent, je sais comment ils parlent. Mais quand j'écris une scène, c'est des silhouettes qui bougent. Je sais comment ils bougent, je sais comment ils agissent. Bien, je ne saurais pas te dire la couleur de leur manteau ou même de leurs yeux. J'ai pas des descriptions si précises. C'est très drôle. Excuse-moi, c'est drôle que tu dises ça parce que là, je suis en train d'écrire la saison 2 de Défense d'entrée et l'écriture est très différente maintenant que je connais les comédiens. Donc, avec Sandrine Bisson, François Chénier qui joue le rôle des parents, je suis capable de leur donner une autre dimension au personnage que j'avais pas dans la saison 1. Je trouve ça vraiment le fun. Moi, ben, c'est différent. J'ai écrit un livre qui est vraiment le tome 0, qui est adapté beaucoup plus de la série télé. Là, j'ai pensé à mes comédiens. J'ai pensé à ma saison 1. J'ai pensé à comment moi, je les voyais eux. Mais quand j'écris Maléa, ça reste... C'est ça, je me l'approprie. C'est Maléa, c'est ce que j'écris depuis 9 ans. Donc là, je reviens dans mon univers. Puis ça n'a pas vraiment changé... Des fois, je me permets peut-être un petit... Mais ça, en même temps, c'est normal. Ça fait 9 ans que j'écris une série. Je prends plus d'aise. Je pense que je suis meilleure que 9 ans. Fait que je me permets peut-être d'aller un peu plus loin, mais on dirait que moi, j'ai 2 avenues complètes. C'est un est différent de l'autre, je dirais. Fait que donc, vos livres pourraient changer, là, vos personnages pourraient changer à la suite de l'adaptation. Oui, absolument. Parce que l'acteur y met un peu du sien, l'approfondit, en fait, je crois. Il reste que nos personnages, même après 9 tomes, c'est jamais aussi approfondi qu'un être humain. Et donc, en ayant un acteur qui donne la nuance à chaque petite scène, oui, moi, je crois que remarque, je suis en train d'écrire le tome 2 alors que j'ai pas encore vu rien d'autre que la bande-annonce. Fait que probablement, Catherine, tu pourrais nous en dire plus, parce que toi, tu as déjà vu la série complète. Oui, mais comme... en tout cas, ça, on reviendra sûrement plus tard, mais là, mes 2 tomes de Léa que j'ai écrits en confinement, j'ai pas eu le choix que de revenir à moi, à ma sensibilité, à ma série. Je me suis détachée un peu de la série télé parce que ça fait partie du lâcher-prise, mais là, j'en suis revenue à « OK, je veux pas me laisser influencer par personne. » Moi, j'écris cet univers-là depuis 9 ans. Léa était rendue là quand je l'ai laissée la dernière fois dans tel tome. Je retourne là-dedans, tu sais. Puis là, ça a été un autre type... On va y revenir, mais ça a été un autre type de recherche de « OK, elle va vivre son bal de finissant confiné. » Bien là, il faut que je me détache complètement de la série télé. Fait que c'est plus comme quand j'écris quelque chose qui a un lien avec la série télé, je vais penser à mes personnages ou à mes comédiens, peut-être plus. Puis quand j'écris ma série, c'est ma série. T'sais, c'est ce que j'ai imaginé depuis le départ. Bien, moi, je dois être vraiment chanceuse parce que la série télé, c'est vraiment le roman. Donc, pour moi, c'est fusionnel. Il n'y a vraiment pas de différence, là, si je peux dire. Là, les romans, c'est vraiment la série télé, puis la série télé, c'est vraiment les romans. Donc, j'ai pas ça, moi, honnêtement. Je pense que l'important, c'est d'éviter le piège de Game of Thrones. Game of Thrones, où la dernière saison de la série télé a été écrite sans l'auteur, parce que l'auteur, lui, n'avait pas écrit encore le roman. Je crois que tant que c'est nous qui écrivons les suites, il ne peut pas avoir de trahison, il peut pas avoir... C'est quand même notre histoire que nous, on a envie de raconter, qu'elle soit influencée ou non par la série télé. Oui, puis qu'elle soit... L'avantage, encore une fois, bien, l'avantage, sérieusement, je te félicite parce que c'est 2 métiers complètement, mais le fait que tu scénarises aussi, alors que moi, j'ai 2 scénaristes, mais j'ai un droit de regard, puis tu sais, j'ai quand même un encadrement où si ça s'éloigne trop, puis je trouve que c'est pas fidèle à ma série. Il y a une partie de lâcher prise, mais comme tu dis, c'est adapté de mes romans. Donc, ça reste mon univers. Fait qu'il y a pas de c'est toi qui décides de la direction de l'histoire. Exactement. S'il y en a un qui en french un autre, c'est toi qui décides. Exactement. Ils sont pas en train d'adapter le tome 14 que j'ai pas écrit. Exactement. Ah ben c'est ça, moi aussi. Puis quand j'ai rencontré Jason pour la première fois au niveau de la réalisation, on a eu des longues conversations par rapport à comment on voyait... Je voulais avoir sa vision de comment il voulait faire un défense d'entrée, advenant le cas qu'il soit retenu à la fin.
Puis quand il a commencé à me décrire comment il voyait la série, mais lui, il avait déjà lu les romans, parce que, tu sais, sur Lancer Compte, j'en avais apporté une coupe en blague à un moment donné, puis ils avaient lu, puis, tu sais, il connaissait déjà un peu l'univers, puis il me dit, Caroline, je vais respecter ton univers, tout ça. Mais le lâcher-prise est venu après avoir parlé avec lui pendant plusieurs heures, là, tu sais, vraiment pour voir. Quand j'ai vu qu'il comprenait vraiment l'essence de la série, tout ça, là, j'ai dit, OK, c'est parfait, je sais que tu vas me faire la série que, tu sais. Parce que si ça avait été de moi, j'aurais voulu la réaliser, puis la produire, puis l'écrire, puis à un moment donné, tu jouer dedans aussi. Jouer dedans. Non, jouer dedans, non, jamais. Mais puis je pense que Sandrine Bisson a fait une belle moi, là, 100 fois meilleure. Mais c'est ça, je pense que c'est le lâcher-prise, là, vraiment. Une fois, moi, que je savais que tous les éléments étaient en place, j'avais plus d'inquiétude, là, du tout à ce niveau-là. Avant de poursuivre la conversation, je voulais juste dire que les 10 dernières minutes de cette rencontre seront consacrées aux questions du public. Donc, si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas pour nous les envoyer. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors voilà, Catherine, tu parlais de Frencher tantôt. Ouais. Bon, là, je suis pas en train de vous faire des propositions, là, rassurez-vous, mais le French est primordial dans l'univers de Léa Olivier. Malheureusement, en ce moment, on le voit là, dans District 31, là, il n'y a que les acteurs qui sortent ensemble dans la vie qui ont le droit à des baisers langoureux. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On verra au printemps. Parce que pousse le justement, tournage. nous, la deuxième saison avait été, a été écrite, les épisodes sont écrits, ça a été écrit avant ou pendant le début de la pandémie, quand on pensait que c'était une histoire de 3 semaines. Après ça, bon, il y a eu une période d'adaptation. Puis là, comme les règles n'étaient pas encore établies au point de vue des assurances et tout, bref, dans le cas de Léa Olivier, il y a une décision qui a été prise au niveau de la production, parce que moi, c'est une coproduction en plus, donc québécoise, franco-ontarienne. C'est beaucoup tourné en Ontario, c'est pas les mêmes règles. En tout cas, c'est hors de mon département, mais on a décidé de repousser le tournage au printemps. Un printemps qui nous apparaît à tous beaucoup plus optimiste. Rendu là, est-ce qu'on va être capable vraiment de se frencher? Est-ce qu'on va couper avant que ça se fasse? Est-ce que oui, enfin, on ne sait pas, il y a tellement d'inconnus. Mais nous, c'est ça justement pour que, je pense que réalistement, c'est une décision avec laquelle j'étais totalement d'accord, même si c'est plate, parce que j'aurais bien aimé ça que la saison 2 sorte au printemps. Bien, tu sais, au pire, elle va sortir à l'automne, c'est pas la fin du monde. C'est comme ça pour tellement de séries télé, de toute façon. C'est comme ça pour le monde entier. Le Salon de Montréal, tu sais, on s'adapte comme on peut. Puis la décision a été de repousser en se disant on veut que la saison 2 soit le plus réaliste possible, justement. Rendu là, on verra où est-ce qu'on en est. Ça change de semaine en semaine, de toute façon. Caroline a un autre défi, elle. Ben non, mais moi... en plein dedans, là. Non, mais moi, il n'y a pas de French. Il n'y a pas de French, c'est ça. Donc, je suis chanceuse d'avoir un personnage pas mal plus jeune que celui de Léa. Donc, c'est pas... oui, on a les problèmes de tournage, les problèmes de COVID, les restrictions, le 15 minutes, les bulles acteurs et tout ça, les masques, les lunettes, le désinfectant, let's go. Mais au niveau de... Bon, c'est sûr qu'il y a de l'émotion, au niveau... Il y a des câlins, là, entre la mère et le fils, mais là, on respecte, nous... il y a des règlements, là, qu'on suit au niveau des 15 minutes par jour entre 2 acteurs et tout ça. Mais au niveau de s'embrasser, bon, les parents, techniquement, on les aurait vus s'embrasser, mais là, ils ne s'embrassent pas. Mais bon, ça passe, là, tu sais, dans le sens où... Mais c'est sûr que dans un souper de famille, disons, à cause, justement, du 15 minutes, on les a mis à 1 mètre de distance. Puis... Bon, tu connais moins ça, mais les répètes, on les tourne avec... c'est-à-dire qu'on fait les répètes avec les masques. Mm-hmm. Donc, des fois, ce qui est le fun avec des enfants quand on tourne, c'est d'avoir la spontanéité. Et souvent, on va tourner les répètes, alors que là, on ne peut pas les tourner parce qu'on les fait avec les masques. Donc, c'est toutes des petites contraintes comme ça, mais je pense que nous autres, ça nous a pris une bonne semaine, puis après ça, les gens sont comme rentrés là-dedans. Tout le monde est content de travailler. Donc, je pense que... Mais oui, c'est des contraintes, mais je pense que on fait avec, là, tu sais, on n'a pas tes problèmes, là, ça, donc, c'est sûr. à part les petits bisous et les petits câlins, on n'a pas eu à changer de récit, là, on demeure fidèle. Oui, mais nous, dans Défense d'entrée, on est beaucoup plus dans l'humour que dans l'amour, là. Tu sais, le petit garçon, Lolo, il a 11 ans, donc on n'est pas à la même place. Mais, tu sais, c'est vraiment plus une série comique, là. Tu sais, Défense d'entrée, c'est vraiment de l'humour, là. Mais ils ont le droit de se faire un câlin? Écoute, oui, je pense qu'il y a une affaire de 15 minutes entre 2 acteurs. Là, non, mais il me semble que je vois les séries à télé, puis c'est ça, ils ont le droit. Oui, ils ont le droit. Pas longtemps, mais ils ont le droit. Oui, ils ont le droit. Parce qu'on chamaille à 11 ans.
On se chamaille avec sa grande grande sœur, sœur, surtout. c'est ça. Alors, Mais as-tu- Astrid n'a pas ce problème-là. Moi, j'ai comme un livre qui est parfait pour être filmé en pandémie. Déjà, c'est la fin du monde. Alors, on avait besoin des rues vides. Ça va, on a des rues vides. Et la grande majeure partie du livre, c'est Astrid seule qui survit à la fin du monde dans la bibliothèque. Alors, les bibliothèques sont fermées, n'est-ce pas fantastique? On peut aller filmer quand on veut. Et elle est toute seule comme actrice, elle n'a pas de contact avec les autres. Même chose, M. Beauséjour est aussi de son côté dans une école. Alors, il y a très peu de scènes où est-ce qu'il y a plus qu'un acteur. Il y en a évidemment quelques-unes quand même. C'est pas Castaway, c'est pas entièrement sur une île déserte, peut-être seule avec son ballon de volleyball. Mais ça reste quand même plus facile à filmer que des scènes scolaires avec plein de monde. Ouais, c'est ça. Là, il y a plus de restrictions. Il y a l'autre choix, qui sera sûrement pas le cas de Léa Olivier, parce que ça serait une réécriture complète. Puis on va être tanné de parler de la COVID rendu là, mais dans l'américain, j'ai vu qu'ils ont intégré la pandémie dans certaines séries. Puis je sais pas trop si, j'écoute This Is Us, je suis une grande fan. Puis là, OK, ils l'ont intégré. Puis tu vois, il y a un côté où je me suis dit, on n'est pas seul. Puis un autre, ça m'a un peu déprimée. Fait que je sais pas ce qui est mieux, honnêtement. Là. Ah, moi, je suis contre ça. Mais c'est un peu déprimant parce ouais, que moi, je trouve ça te ça suit déprimant. le soir, là, tu sais, Ouais. quand tu as le goût de décrocher. Fait que... Non, puis c'est comme dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu vas réécouter des Césars, disons, là, tu vas te dire, oh my Puis God. qu'on va être tu sais, encore un peu en post-traumatique, là, puis on va être Non, comme, on mais est juste tanné moi, d'entendre parler de la pandémie. Moi, c'est un choix que non. Moi, non. C'est une des grandes questions que je vois passer sur les groupes d'auteurs. Tous les auteurs se posent la question, si j'écris un livre maintenant, il sort dans un an. Je sais que toi, tu en as écrit un livre où est-ce Moi, que... moi, je l'ai mis confiné, mais c'est sorti cet été. Exact. Tu as eu la chance d'un délai court. La plupart des auteurs, entre le moment où on écrit notre livre et le moment où le livre sort, Ouais. il se passe un an. Dans un an, si j'écris un livre où tout le monde porte un masque, est-ce que je suis passée date? Est-ce que je me date? Donc, tout le monde se pose la question. Et là, Léa, Lolo et Astrid existent pour vrai, dans la vraie vie, sont en chair et en os. Est-ce que les acteurs vous posent plein de questions sur leurs personnages, sur leur motivation, ou ils se contentent de lire vos romans, vos BD, vos albums? Comment ça se passe? Ah ben, en fait, dans mon cas, Loïc, vu que j'ai 13 tomes quand même d'écrits, il a appris à connaître Lolo au fil des tomes, comme moi, j'ai appris à le développer au fil des tomes. Donc, je dirais que les questions, il y en a pas tant que ça. Honnêtement, dans mon cas, non, pas vraiment. Bien, c'est sûr qu'on se parle beaucoup, puis tout ça, mais je veux dire, il sait très bien où s'en va le personnage. Puis comme il a l'avantage de savoir dans 3 ans de quoi va avoir l'air Lolo, il ne m'a pas posé trop de questions au niveau des émotions. Je pense que c'est bien clair dans les romans aussi. Puis notre petit Loïc là, qu'on a trouvé, il est vraiment c'est un petit garçon super intelligent qui a compris l'essence et tout ça. Donc non, il n'a pas vraiment posé de questions. Bien, il m'en a posé au début, mais je veux dire, moi, je vais sur le plateau à tous les jours, puis j'interagis avec l'équipe, tout ça. Puis bon, la mère va m'en poser. Je pense que Sandrine, au début, était comme un peu gênée d'incarner comme l'auteur, parce que dans le fond, la mère de Lolo, c'est moi. Tu sais, moi j'ai... Toi, t'as Léa, mais moi, c'est la maman, tu sais. On n'a pas le même âge non plus. Mais donc, c'est sûr que Sandrine, au début, tu sais, elle me posait un petit peu plus de questions parce que le personnage de la mère est beaucoup moins développé, disons, parce que nous, on est toujours dans la tête de Lolo. Donc, les questions viennent plus au niveau des autres personnages que du personnage de Lolo, en fait. Ben Laurence, l'avantage, effectivement, moi aussi, j'ai tellement de tomes d'écrits et j'ai des hors-séries, fait que pas juste pour Laurence, mais même pour mes autres personnages. Martin, ce que fait mon réalisateur, c'est, je pensais à Alex, tu sais, ben, il a dit à Carl, ben, peux-tu lire ton tome, s'il te plaît? Tu sais, en fait, c'était lis ton tome. Donc, tu sais, chacun, Jeanne, peux-tu lire ton tome? À Marie-Lou, il lui a demandé. Léane qui joue Marie-Lou, regarde, il y a un tome sur toi. En plus, évidemment, de lire, c'est la moindre des choses. Là, au moins de lire les tomes qui sont adaptés, mais la plupart des filles, peut-être plus que les garçons, le connaissaient. Ce que j'ai remarqué de Laurence, qui était très cool, c'est que quand j'allais sur le tournage, elle sait que Léa est adaptée de moi. Puis ça, je pense que c'est un signe de maturité aussi chez une jeune comédienne, c'est qu'elle m'observait. Fait que, tu sais, pour elle, c'était comme, j'enregistre comment Catherine, elle interagit, parce que dans le fond, Léa, quand elle l'écrit, c'est comme ça. Tu sais, Léa est bien exubérante, je sais pas d'où ça vient, bien intense. C'est que, tu sais, je voyais qu'elle m'observait, puis j'étais comme, tu sais, en même temps, c'est bon. Tu sais, c'est bon parce que, tu sais, Martin, des fois, il venait me voir, puis comme, regarde, Laurence, elle t'observe. Tu sais, j'étais comme, OK, c'est bon.
Fait que, tu sais, je pense que c'est plus dans l'observation. Puis oui, dès qu'elle avait des questions, soit passées par Martin, des fois, tu sais, on est en contact quotidien, même maintenant qu'on n'a pas de tournage. Donc oui, même les autres comédiens, il n'y a jamais eu de... Tu sais, moi, je suis bien ouverte, là. Je suis comme, regarde, c'est ma vie qui est là-dedans. Là. Tous mes moments de honte sont là-dedans. Fait que, ah ouais. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que Loïc, la seule chose, c'est que c'était une grosse affaire pour lui de rencontrer Lolo. Ah ben oui. Puis mon fils, qui est un peu désabusé des plateaux de tournage, puis bon, c'est pas vraiment son bague, là. Puis en plus, il travaille à maman. Il est rendu à 17 ans. Bon, en tout cas, mettons qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Il n'arrêtait pas de me dire, le petit Loïc, « Ah, quand est-ce que Lolo va venir nous visiter? Quand est-ce que Lolo... » Puis là, à un moment donné, je disais à mon fils, hey, « Tu peux-tu comme venir sur le plateau, tu sais? » Puis finalement, ils se sont rencontrés, puis c'est là que j'ai compris à quel point, tu sais, comme même pour Laurence, ça devait être quelque chose de c'est Laurence, c'est ça? Oui, c'est Laurence, exactement. De te rencontrer, tu sais. Bon, toi, il s'appelle Léa, mais moi, il s'appelle vraiment Lolo, là, tu sais, c'est le vrai nom. Donc là, tu avais le petit Loïc qui rencontrait, puis là, ils ont comme une tête et demie de différence parce que mon fils s'est rendu grand. Tu sais, ça fait 7 ans quand même, les romans. Puis, mais c'est là que j'ai vraiment compris que, oh wow, OK, c'est vraiment une grosse affaire pour le petit de rencontrer le vrai Lolo, là, tu sais. Donc, ben dans le fond, moi, j'étais contente aussi de savoir, d'apprendre que Sandrine Bisson allait jouer mon rôle, tu sais, être un petit peu aussi... Bon, on se ressemble beaucoup là, au niveau tempérament. Là. Ben, en tout cas, elle m'incarne bien à l'écran, disons. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose, mais je n'avais pas réalisé au niveau de mon fils puis au niveau du petit Loïc à quel point c'était vraiment gros là, pour lui de rencontrer le vrai personnage. Là. Je ne sais pas si tu as vécu ça aussi. Moi, je n'ai pas encore rencontré Jasmine Lemay. Qui fait Astrid. Mais comme je dis, moi, le vrai tournage n'a pas eu lieu encore. On a seulement tourné la bande-annonce, puis c'était en temps de COVID et tout, fait que je ne pouvais pas aller sur le plateau pour éviter qu'il y ait trop de monde pour rien. Fait que je crois que c'est moi qui vais être plus excitée qu'elle de la rencontrer. Je vais comme, t'es mon Astrid! Genre, je sais pas, on va sauter en rond parce qu'on n'aura pas le droit de se faire un câlin. Mais oui, je crois que c'est moi qui est plus excitée à l'idée de rencontrer celle qui incarne mon personnage. Et là, vous avez confié Léa, Lolo et Astrid à d'autres scénaristes ou réalisateurs. Alors, comment se passe la relation avec ces gens-là? Moi, je dois avouer qu'une des raisons pour lesquelles j'ai fait confiance, c'est que j'ai eu un gros coup de cœur pour la scénariste, qui est Elisabeth Loca, qui est aussi actrice, qui a écrit pour le théâtre, qui a un beau résumé, pas un résumé, ça se dit pas, un curriculum vitae bien rempli. On s'est rencontrés avant même que tout le processus commence, donc avant même qu'on fasse la demande à mon éditeur pour avoir les droits, avant même qu'on aille chercher les sous et tout. Et elle avait lu le livre, on a parlé du livre et j'ai eu l'impression vraiment qu'elle comprenait. J'ai vu l'étincelle d'intelligence dans son regard. Je me suis vraiment dit, mon personnage est tant de bonne main. Elle m'a posé les bonnes questions. C'est drôle comment, quand on écrit un livre, on est tout seul avec nous-mêmes et personne n'est aussi intéressé par ce qui se passe que nous-mêmes ou presque. Donc, pour en parler en profondeur. Les fans vont parler d'un événement particulier, mais parler de psychologie de personnage avec quelqu'un qui l'a analysé, c'est vraiment enrichissant. Alors, moi, je leur fais vraiment grande confiance. À partir de cette première rencontre-là, le réalisateur Sébastien Gaudron était là aussi. Le producteur Laurent, qui est celui qui a tout rendu ça possible, était là aussi. Et ça a vraiment été un peu magique comme rencontre. Moi, je leur fais une grande confiance. Donc, Astrid est entre bonnes mains. Alors, Lolo, qu'est-ce qui arrive? Bien, je ne sais pas s'il est entre bonnes mains. Vous nous le direz au mois de mai, après avoir vu la série. C'est sûr que moi, je n'ai pas eu l'espèce de dilemme avec le scénariste. Par contre, au niveau de Radio-Canada, où la série va être diffusée, c'est sûr que quand ils ont... Tu sais, des fois, Radio-Canada, en jeunesse, c'est un petit peu plus resté. Il y a des contraintes là, au niveau du langage, au niveau de certains trucs. Puis moi, ce que j'ai aimé au niveau de la scénariste, auteur, c'est que c'était plus au niveau de Radio-Canada, moi, que ça m'inquiétait qu'au niveau de la scénarisation, parce que je voulais m'assurer qu'il allait accepter de respecter l'univers de Lolo. Puis ils ont été super cool, là, ça va super bien avec eux. Puis au niveau de la réalisation, bien là, en mettant mon chapeau de producteur, c'est comme moi qui ai décidé avec quel réalisateur je voulais travailler. Donc, j'ai eu cet avantage-là aussi de... Déjà, je connaissais Jason très bien aussi dans un autre contexte, mais j'avais vu aussi des réalisations qu'il avait fait. Et quand on a fait Sur le rythme, il avait réalisé un vidéoclip pour nous, puis ça avait super bien été. Puis c'est un gars d'équipe, c'est un gars de famille, c'est un gars qui est très proche des jeunes et tout ça. Donc, en le choisissant, je savais que... En tout cas, j'aurais pu me tromper, mais je pense pas qu'on s'est trompé, là.
Donc, j'ai pas eu, moi, cette espèce de... Je me sens privilégiée là, d'être capable de scénariser mon propre livre. Là. Ouais. En fait, moi, ça a été mon premier coup de cœur, ça a vraiment été avec mon réalisateur, vraiment là, qui nous a envoyé un espèce de plan ou de plan de réalisation, comment lui voyait ça de plusieurs pages, sa vision. Ah, okay. Puis lui, c'était très imprégné d'Amélie Poulain. Puis j'ai fait « Oh, wow! » Tu sais, pour moi, c'est « Attends, là, Léa Olivier, Amélie Poulain. OK. » Mais les couleurs qu'il utilisait, toutes ces influences, c'était des choses que j'aimais. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait un « OK, il se passe quelque chose. » Puis on s'est rencontrés plusieurs fois, moi et Martin. Martin qui? Cadotte, qui est le réalisateur, vraiment. On salue. Puis au niveau de la production, là, eux, après ça, m'ont proposé des scénaristes qui avaient de l'expérience. C'est là, en fait, que je me sentais... J'ai énormément à apprendre. Tu sais, moi, j'étais comme, ben là, j'écris un roman, je suis capable de scénariser, tu sais. Là, j'étais comme, OK, non, finalement, c'est vrai. Et j'aurais jamais été capable. Sérieusement, tu sais, t'en avais fait aussi, mais c'est 2 métiers. Puis ce que j'adore, c'est que j'ai des gens d'expérience qui ont vraiment un grand respect de ce que je fais. Fait que, tu sais, Rachel, qui est une des 2 scénaristes, au début, elle m'a appelée et elle dit, OK, tel personnage, est-ce que je peux le faire ça avec lui? Lui, comment tu le vois? Je veux vraiment être certaine. Puis, on était comme en 3 avec le producteur. Sébastien est devenu comme un de mes meilleurs amis, qui est l'autre scénariste. Puis, tu sais, on travaille à d'autres adaptations ensemble, mais j'apprends d'eux. Moi, je vais le dire comme ça. C'est plus... en toute humilité, j'ai réalisé que finalement, la scénarisation, c'est une job très mathématique aussi, là. Puis moi, j'aurais jamais pu lâcher prise, j'aurais jamais pu faire ça avec le peu d'expérience que j'avais, puis avec toute la... J'étais trop attachée à ma série, à mon roman. J'avais pas comme... Là, je comprends un peu plus comment ça marche. Moi, je sais pas si j'aurais été capable de le donner à un scénariste, honnêtement. Je te trouve bien bonne parce que je sais pas c'était quoi la façon dont vous travaillez. Est-ce qu'il t'envoyait les scénarios après chaque... Oui. Chaque épisode était scénarisé. On me l'envoyait. Je le commentais. Tu sais, s'il y avait des expressions, si j'aimais pas, tu sais, puis des fois, oui, je la notais. Il y a des épisodes que j'en notais un petit peu plus que d'autres. Des fois, j'étais « Ah, wow! » Super. Puis, tu sais, il y a toujours la contrainte du budget, justement. Moi, j'avais pas pensé à ça. Oui, non, c'est ça. Fait que je comprends aussi qu'on peut pas faire exactement comme dans le roman. C'est pas logique. Donc, si on est obligé de mettre ça là, mais finalement, on fait venir ce personnage-là. Mais c'est exactement une scène que j'ai écrite, mais qui va être faite différemment. Puis je dis, hey, j'aurais pas pensé à ça parce que j'ai pas pensé au budget. Ouais. Toi, moi, j'avais cet avantage-là. Oui, mais tu as toute cette expérience-là que moi, j'avais pas. Oui, c'est ça que je veux dire. Moi, je l'avais l'avantage de la productrice. Tu as tout ce bagage professionnel-là que moi, honnêtement, je suis une auteure à la base. Fait que j'avais pas ça, tu sais. Fait que j'apprends. Mais on a 10 ans de différence aussi. Regarde-moi bien dans 10 ans. Quand tu dis que c'est vraiment un métier à part, moi, ce que je réalise aussi, c'est qu'il y a un langage à part. Complètement. Parce que dans cette rencontre-là, cette fameuse première rencontre, moi, j'avais plein de questions parce que mon roman, comme je dis, c'est un personnage seul, très intérieur. Il n'y a pas de dialogue, d'action. Il y a de l'action quand même, mais... Parce que dans la poésie, quand on lit... Un peu aussi. Et mes questions, c'était comment tu transcendes ça à l'écran? Je leur demandais tout ce qui se passe dans sa tête, comment vous allez le jouer à l'écran? Et le réalisateur et la scénariste avaient eux des réponses auxquelles j'avais jamais pensé en termes évidemment de plans, d'éclairage, d'ambiance, mais aussi, ils parlaient de la manière qu'on va faire les flashbacks, il va y avoir un flou, on va aller voir les personnages de flashback dans la bibliothèque avec elle, mais fantomatiques. Plein de choses à lesquelles moi, j'aurais jamais pensé. Et qu'en les écoutant, je le voyais apparaître dans ma tête. Je dis oui, ça fait plein de sens. Alors, comme tu dis, c'est vraiment un métier qui n'est pas le mien, que je suis très contente d'être entourée. Fait que oui, bravo de faire les deux. C'est ça. Moi, j'avais l'avantage d'avoir l'expérience. J'avais jamais écrit de télé, mais j'en ai tellement produit que... À un moment donné... tu étais capable, oui. Oui, c'est ça. Tu baignes dans cet univers-là quand même depuis longtemps. Oui. Mais au départ, là, vous ne pensiez pas du tout que vos livres seraient portés à l'écran. Vous ne pensiez pas du tout à ça, j'imagine. Peut-être toi. Oui, moi, je ne peux pas dire un fantasme, que non, là. En tout cas, si moi, j'y pensais pas, mes enfants, mon mari y pensait, ça, c'est sûr. D'ailleurs, il y a toute une histoire de chien, parce que nous, il y a un chien dans l'histoire, puis moi, j'aime pas les chiens, j'ai jamais eu de chien, tout ça. Puis là, il m'avait dit, maman, là, on fait la série, puis t'achètes un chien. Puis j'étais comme, Puis finalement, j'ai dit, OK, si on fait la série un jour, on va avoir un chien. Donc, on a un chien depuis 1 an, puis je suis en amour avec. Et c'est le frileux de l'histoire. Donc,
Oui, non, c'est... au début, je pensais pas... moi, je l'ai vraiment écrit pour faire lire mon fils, là, parce que c'était ça le problème que j'essayais de régler. Puis, à un moment donné, c'est sûr que par la force des choses, tu sais, des formations professionnelles, disons, il y a beaucoup de gens qui me disaient déjà que dans les romans, c'était écrit un peu comme une série de télé. Tu sais, la façon dont je décris des... Oui, c'est ça. Donc, dans le roman, déjà, je pense que c'était plus dans l'autre sens, là, tu sais, que l'influence venait de la scénarisation là, au niveau du roman. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est juste devenu un incontournable. Mais au début, non, je peux pas dire que c'était vraiment dans mon... Je sais pas, moi, je viens du milieu du jeu vidéo. Je peux absolument l'imaginer transformé en jeu vidéo. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, je peux te faire ça. Non, évidemment, non. C'est sûr qu'on s'est fait approcher par beaucoup de producteurs au fil des années. Puis je dis « on » parce que c'est mon frère qui est mon éditeur. Puis on travaille ensemble depuis comme 15 ans. Là. Puis à force d'être déçus, parce que la réalité, quand on ne produit pas soi-même ou quand c'est qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui finissent par aboutir. Puis ça, je l'ai appris à la dure. Fait que là, à force d'être déçu, quand ça s'est arrivé, même Marc-André, mon frère, me disait « faut pas s'emballer. Mais là, tu sais, on était rendu à un point où on avait le oui, mais c'était « tant que c'est pas officiel ». Je suis comme « ben là, c'est officiel ». Puis là, t'es comme « c'est officiel. On a-tu le droit de s'emballer? Mais non, évidemment, il y a 9 ans, quand j'ai commencé à écrire ma vie, puis j'habitais dans un 3,5, puis je pensais vendre 300 copies. Je pensais pas qu'un jour, ça allait être à la télé, pour être bien honnête. Là. Si je peux revenir sur l'origine du livre, moi, quand j'ai écrit ce livre-là, moi, c'est un livre que j'ai écrit comme une bouée parce que je venais de perdre mes 2 parents. C'est mon livre de deuil. Fait que l'idée de quoi que ce soit qui se passe avec était vraiment à des années-lumière aussi de ma tête. J'étais juste en train de mettre ma peine, de me débarrasser de ma peine en la mettant sur le papier, qui est un tout autre état d'esprit. Et donc, c'est un sort enviable que d'être adapté à l'écran. Vous conseilleriez ça aux autres romanciers? Bien, en fait, si le roman est adaptable, là, je pense que c'est peut-être pas tous les romans qui sont facilement adaptables. Dans le cas de nos séries, je connais pas ton roman, je m'excuse, mais dans le cas de nos séries, c'est sûr que c'est des trucs qui sont facilement adaptables, je pense, là. Donc, oui. Oui. Oui, puis en jeunesse, effectivement, là, il y a de plus en plus de choses qui se font, puis c'est bien, mais je pense qu'il y avait de la place aussi au Québec pour plus de séries jeunesse un peu. Oui, les achats de séries américaines, à un moment donné, c'est le fun, mais... On a des bons trucs au Québec, aussi bien produits que d'autres. Bien, c'est le fun que les jeunes s'identifient à des personnages de chez eux aussi, là, tu sais. Mais je pense pas que je pense pas que ça peut être négatif pour un auteur de se faire dire tu vas être adapté, parce que comme on disait, tu vas joindre un autre public. On écrit quand même pour être lu. Sinon, on écrirait un journal intime qui resterait dans notre tiroir. Alors, de savoir que grâce aux nouveaux médiums, il y a plein de personnes qui vont découvrir notre histoire qu'on n'aurait pas réussi à atteindre sinon, ça reste fantastique. Ben oui. Je pense qu'on se considère tous privilégiés. On est chanceux, oui, vraiment. Dans 3 minutes, il nous reste 3 minutes avant la période des questions. Moi, j'aimerais savoir rapidement, c'est quoi votre adaptation préférée? Oh, wow. En avez-vous une? Facile. Oui. Mary Poppins. J'ai lu le livre, par curiosité. J'ai lu le livre et c'est bon, mais c'est différent. L'état d'esprit est différent parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'autrice a détesté l'adaptation de Walt Disney. Alors, dans ce cas-là, c'est un cas où est-ce que ça trahit la vision de l'auteur, mais ça l'a fait quelque chose de mieux. Alors moi, je prends la réponse facile puis j'y vais avec Mary Poppins. Qui dit mieux? Ah, moi, je sais pas. J'ai jamais vraiment été agréablement surprise. Seigneur des Anneaux, quand même? C'était pas mal. Seigneur des Anneaux, c'était bien. C'était pas mal. Un que j'ai hâte de voir, parce que les critiques sont excellentes et j'ai beaucoup aimé le livre, je pense que je serai pas déçue, ça va être La déesse des mouches à feu. Oh, j'ai adoré. Ben, c'est ça. Il paraît que l'adaptation, tu sais, je fais confiance à Anaïs, là. Tu sais, je pense que ça a l'air excellent. Malheureusement, les salles ont fermé, donc j'ai pas pu le voir. Mais je pense que ça va rentrer, justement... Puis c'est une adaptation québécoise. Il y a comme quelque chose de très... surtout en temps de pandémie, en temps où je pense qu'on est plus tous solidaires. J'ai vraiment hâte d'aller le voir. Je pense pas que je vais être déçue. Parce que c'est un roman, par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Fait que j'ai hâte de voir. Mais ça fait longtemps que je l'ai lu. Fait qu'on dirait que j'ai eu le temps de me détacher du livre. Je pense pas que je vais être déçue. J'oserais dire que le livre est aussi bon que le film et vice-versa. J'ai adoré les deux. C'est rare que ça arrive. Parce que moi, les romans que j'adore, je vais jamais voir le film.
Parce que tu as peur d'être déçu, ouais. Jamais, jamais, jamais. Alors, imagine si tes lecteurs se disaient ça. Je verrai pas la série, j'ai trop aimé. Mais une les série de films. télé, c'est pas la même C'est chose autre qu'un chose. film. C'est vrai que c'est autre chose. C'est Pas la vraiment même autre chose. Pas la même chose. Donc, le cinéma, ça vous tente pas trop? Après la série télé, j'avoue que j'y retournerai pas au cinéma parce qu'on peut tellement donner plus aux spectateurs, aux jeunes. On peut tellement leur offrir plus, tu sais. Un film complémentaire, moi, je dis pas non. Ouais. Même chose, moi je suis absolument partante pour un film. En fait, nous, la web-série est tournée en 8 épisodes de 15 minutes. Ce qui fait que dans le fond, c'est un format de film, c'est un 2 heures en tout. Oui, c'est un Alors, peu on comme peut même l'âge adulte, facilement c'est un long imaginer métrage. qu'il pourrait être réédité après le tournage, pourrait être en film et je serais la première contente à aller manger du popcorn au Est-ce que cinéma. je dirais non? Si on me disait, voici sur un plateau d'argent, probablement pas. Est-ce que j'aurais peur? Oui, vraiment. Alors, elle ne dirait pas non. Avis au producteur. Ben, en fait, je suis d'accord avec toi que même si demain matin j'avais l'opportunité, j'y penserais à savoir quelle histoire je veux développer dans un long métrage. Qui serait pas une répétition aussi? Oui. qui Non, serait mais pas- moi j'ai pas ça là-dessus, j'ai pas d'inquiétude. OK. T'es hors série, ça ferait des bons films. C'est vrai. Oui, bonne Avis idée. au producteur. Alors, allons-y pour la période des questions. Alors, j'aurais dû mettre mes lunettes, mais bon, je pense que je vais y arriver. Auriez-vous pu penser qu'un jour vos séries seraient adaptées à l'écran et comment avez-vous réagi en l'apprenant? Ben, on avait répondu à si on pensait. Donc, moi, ma réaction, j'étais au Dolorama sur l'avenue du Parc. C'était vraiment pas chic, mais j'ai commencé à pleurer. Voilà. Oh, pleurer au Dolorama. Oui, pleurer au Dolorama. Moi, sachant, comme tu disais, que entre le nombre de projets qui commencent puis le nombre de projets qui aboutissent en série télé, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Fait que je me suis vraiment forcée pour pas m'exciter. J'ai été plusieurs mois à me forcer pour me dire non. Me rappeler Perrette et le pot de lait qui rêve vos vaches cochons puis qui le pot de lait casse. Je voulais pas m'emballer. Je crois que le fait que c'était une web-série, elle me donnait plus confiance. C'est pas comme si un produit quelqu'un disait oui, ça sera un film hollywoodien avec un budget de des millions. Tu fais oui, calme tes nerfs. Ça me semblait accessible en même temps. Fait que oui. Caroline. Dans mon cas, c'est moi qui ai fait le pitch à Radio-Canada, donc c'est sûr que c'était différent, mais je dirais que mon excitation, moi, c'est que quand je suis rentrée, on attendait les filles de la jeunesse de Radio-Can, sont rentrées, il y était 4 filles, il y en avait 3 là-dessus qui avaient des enfants qui étaient déjà fans de Défense d'entrée, puis sont arrivés, puis ont fait « Ah, vous venez nous pitcher Défense d'entrée? » Puis là, j'étais comme « Ah, ben ça, c'est vraiment le fun de savoir que les filles connaissent déjà la série. » là, Donc ça, pour moi, ça a été ça le moment plus que tu le fais, tu sais. OK. Ben, j'étais contente. Le mais- moment où j'y ai cru, c'est quand on a eu notre premier financement. Quand là, soudainement, tu as un budget, ça devient très, très réel. Soudainement, on parle de scénarios. J'ai eu des scénarios qui ont commencé à rentrer. C'est là que j'ai réalisé, OK, ça arrive pour de vrai. Oui. Alors, j'ai une question ici. Les élèves de la classe de Mélanie Allard, que nous saluons tous, désirent savoir s'il y aura d'autres Léa Olivier après le tome 13.2. Ben oui, évidemment. Ça peut pas finir dans un confinement quand même. Oui, j'ai toujours dit que Léa, ça se terminait pas à la fin du secondaire. Pour moi, c'est là que mon adolescence a réellement commencé. Honnêtement, là, pour moi, le cégep, ça a été beaucoup plus formateur. En termes de tout, là, que j'étais sage au secondaire. Cégep, c'est intense, il faut prendre des décisions rapidement, on n'est pas prêt. Puis Léa sort du confinement, on va passer à autre chose, évidemment, mais oui, il va y avoir d'autres tomes, vraiment. Oui. Hey, tu me donnes envie de retourner au cégep. Viens-tu d'avouer que Léa allait être moins sage dans les prochains tomes? Peut-être. Alors, question à Caroline Héroux. Quelle est l'implication de votre fils dans la série télé? 0. Il est venu une fois sur le plateau rencontrer Lolo. Mais encore une fois, comme je vous dis, moi, mes enfants, ils ont été élevés sur des plateaux de tournage. Donc, c'est sûr que c'est pas une excitation. Tu sais, je veux dire, c'est pas la même chose que, mettons, ta fille, là, Catherine. Tu sais, Ouais. je sais pas si elle est allée sur le plateau, mais moi, mes enfants, ma fille, elle s'intéresse un petit peu plus à ça. Mais mon fils, il est pas là-dedans du tout. Là. Ouais, ma Donc, fille, quand elle est allée sur le plateau, elle avait 4 ans. Puis elle était plus intéressée par le cheval qui passait dans le Vieux-Montréal que par les Olivier. Ben moi, j'ai demandé à Charles, j'ai dit, j'aimerais ça que tu lises les scénarios pour me dire un peu. Il dit, maman, je te promets que je vais regarder la série. Mais fais-moi pas lire les Fais-moi scénarios. pas lire. Je suis comme, OK. Alors, auriez-vous pu penser que votre roman soit aussi connu au Québec et croyez-vous qu'il sera publié dans d'autres provinces ou pays? Oui, moi, c'est fait
beaucoup en Europe, c'est ça. En Belgique, en France, c'est particulièrement un succès comme comparable à ici. Mais moi, j'ai la chance, c'est ça, d'être dans 9 pays, 16 langues maintenant. Ou 16... Non, l'inverse. 16 pays, 9 langues, ça serait plus logique. Comme il y en a beaucoup en espagnol. Mais donc, j'ai pas la chance de faire tous les pays. Il y a des places où on ne saura jamais non plus à quel point c'est vendu. Là. Genre, est-ce qu'en Lituanie, mon succès... L'Europe de l'Est. Je sais pas, mais au moins, il est publié là-bas, il existe. Ça me manque beaucoup de faire les tournées. J'en ai fait avec Caroline. Tu sais, de faire les tournées européennes, ça me manque. Là. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte à 2021 parce que je vais y aller, c'est sûr. Donc, moi aussi, on est en Europe, puis Canada anglais, puis Québec. On est exclusif au Québec. Vous rendez-vous compte de votre chance? Le monde, s'il vous plaît, écoutez. Le monde. Alors, Jean de la classe 503, bonjour Jean, voudrait savoir quand la série Défense d'entrée sortira. Ça va sortir au mois de mai, au printemps 2021 sur les ondes de Radio-Canada et Tout.tv, Extra et Tout.tv. Moi, j'ai comme une sous-question. Ton public, c'est quoi? À part le co-viewing, C'est famille. Famille. Oui. Mais à partir de quel âge, tu dirais? Les romans sont 9-12 ans. OK. Mais nous, on a fait une série qui s'appelle Les Pareils, qui est les jumeaux, en fait, qu'on suit pour les 6-9 ans. Donc, puis on a le dérivé Défense d'entrée filles aussi, qui est pour les grandes sœurs, pour les lectrices un petit peu plus qui voulaient du jus féminin, disons. Donc, on va vraiment chercher la famille. Donc, je dirais, c'est vraiment genre un peu comme les parents. Tu sais, à l'époque, à Radio-Canada, là, c'est vraiment écrit les parents, là. Tu sais, c'est vraiment toute la famille, mais on est encore dans la tête de Lolo tout le temps. Fait que ma fille Il n'y a pas une scène de la série sans Lolo. OK. Pas une. Alors, écoutez bien. Combien de temps y a-t-il eu entre la proposition de l'adaptation et le moment où la série a été rendue disponible? Moi, c'est 1 an exactement. Attends, j'ai pas compris la question. Combien de temps y a-t-il eu entre la proposition de l'adaptation et le moment où la série a été rendue possible? Possible, mais possible ou disponible? Disponible, genre, dans le fond, le mois de mai. Ah oui, 2021. OK, c'est ça. Ben nous, ça s'est fait vite. Nous, on a fait le pitch à Radio-Canada. Une semaine après, ils sont revenus, ils ont dit oui. Puis, en fait, ce qui a retardé, nous, c'est vraiment la COVID. On a été retardé de plusieurs mois au niveau du tournage. Mais je dirais, là, s'il n'y avait pas eu la COVID, 1 an à peu près, oui, aussi. Alors que nous, on s'est rencontrés la première fois l'été, pas l'été qui vient de passer, celui d'avant. Donc, ça fait déjà 1 an et quelques. Et la série devrait être disponible à la fin de 2021. Donc, pas cet hiver-ci, mais l'hiver prochain. Donc, on parle de 2 ans, presque et demi. C'est long, mais on a le temps de lire le livre à ce moment-là, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais je pense que c'est vraiment, en tout cas pour moi, là, c'est vraiment à cause de la COVID. Là, sinon, on aurait été en ondes en septembre, nous. Alors, bon, Léa et Olivier, on peut le regarder sur le Club Illico, mais là, il y a quelqu'un qui voudrait savoir, sera-t-elle disponible pour les non-membres du Club Illico? J'ai pas l'autorisation de répondre à cette question-là. Désolée. Pour l'instant, c'est vraiment le Club Illico. Je sais que ça va sortir à partir de janvier sur TFO parce que c'est une coproduction. Puis au Québec, la télé, pour vrai, j'ai pas l'information encore. Pour l'instant, c'est vraiment Club Illico. Allez chez vos amis qui ont le Club Illico. Ouais. Les autrices sont-elles... Ça bouge, là, excusez-moi. Les autrices sont-elles prises de l'envie d'écrire le scénario de l'adaptation de leur livre ou doivent-elles plutôt faire confiance? Ou ont-elles dû apprendre à faire confiance et laisser aller? Et si oui, était-ce difficile? On a deux versus 1 là-dessus. Donc, on est 2 à avoir fait confiance et une qui a écrit elle-même. Une qui a écrit elle-même, ouais. Voilà. Moi, comme je vous disais, j'aurais eu de la difficulté à... Mais moi, c'est un métier, ça m'a donné envie d'apprendre le métier. J'ai même fait un cours à l'INIS sur la scénarisation parce qu'il y a quand même de la technique à apprendre, là. Moi, j'ai étrangement une formation. J'ai fait ma scénarisation cinématographique à l'UQAM avant de faire mon bac. OK. Mais en même temps, après, c'est des jeux vidéo que j'ai fait. Comme j'ai dit, scénario de jeux vidéo, je m'en occupe. Mais tu sais, l'écriture d'un long-métrage est différente de l'écriture de la télé aussi, hein? Fait que c'est tous des métiers qui sont vraiment différents. Oui. Alors, il me reste 2 questions et c'est difficile de choisir parce qu'il reste moins de 2 minutes. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des témoignages de garçons qui sont fans de vos livres? Parce qu'on a dit tout à l'heure que les garçons lisaient moins, mais il y a quand même des gars qui vous lisent.
Même toi, peut-être? Toi, beaucoup plus Ben, moi, que j'ai moi. 70 de mon public, c'est des garçons. C'est des gars, bravo! Mais j'ai eu des filles qui me lisent. C'est Bon, ça, alors, mon qu'est-ce exploit. qu'elle dit? Moi, la série télé m'a permis justement, je dirais, d'aller chercher beaucoup plus de garçons. Mhm. Ce qui est le fun. Puis j'ai mon hors-série sur Alex, là, tu sais, qui est avec un joueur de hockey. On est allé dans le genré, mais ça a marché. J'ai été lue par beaucoup plus de garçons à ce moment-là. Et moi, quand je l'ai écrit, j'ai cru que ça serait un livre qui viendrait plus toucher les filles parce que c'est une héroïne et que c'est plus, comme tu disais, un peu plus poétique, un peu plus intérieur. Il est très lu dans les écoles et j'ai eu des échos de bibliothécaires d'écoles qui m'ont dit avoir vu des garçons rentrer en courant, demander « Y a-t-il une suite? Je veux la suite! » J'ai eu au contraire des témoignages de professeurs qui m'ont dit que les garçons, à peu près au milieu, ils viennent demander « Là, si c'est la fin du monde, les zombies, y arrivent quand? » Et qui sont un peu déçus de voir qu'il n'y a pas de zombies dans le livre. Mais donc, à ma grande surprise, les garçons embarquent bien autant que les filles. Je pense que c'est le thème post-apocalyptique qui fonctionne bien. Alors, c'est tout le temps qu'on avait. Alors, Catherine Girard-Audet, Annie Bacon, Caroline Héroux. Merci. Merci beaucoup, mesdames, de votre générosité et bonne continuation. Et au public à la maison, merci de nous avoir regardés. Et bon salon du livre virtuel.